Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc, je vous informe à tous que ce webinaire est enregistré et je laisse la parole à Monsieur le frappeur. Merci Mathilde, bonjour à tous. Et puis, j'espère que vous vous portez bien avant ce probable bon week-end prolongé. Donc, on va travailler, enfin, on va intervenir aujourd'hui sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique, bien entendu, plus particulièrement hospitalière, même si les règles sont similaires dans les trois versants de la fonction publique. Je vous mettrai à la fin le document en format PDF que je vais utiliser pour présenter cette rupture conventionnelle, la réglementation, les modalités de calcul et aussi ses effets, mais je veux le remettre aussi un petit peu dans le contexte, hein, puisque il y a quelque chose qui est important, c'est l'articulation de la rupture conventionnelle avec les autres types de ruptures qui peuvent exister. La rupture conventionnelle créée par la loi de transformation de la fonction publique. Et la loi de transformation de la fonction publique, article 72, est assez clair là-dessus, c'est que la rupture conventionnelle est exclusive d'autres types de rupture du lien avec l'employeur, que ce soit une abrogation d'un contrat ou que ce soit une radiation des cadres pour un fonctionnaire. Donc elle est exclusive de la démission régulièrement acceptée, du licenciement, de l'admission à la retraite et de la révocation. Donc c'est un autre type de rupture avec l'agent. Et du coup, je vais revenir rapidement sur la démission euh, et les délais qu'on a pour accepter une démission, les conséquences que ça peut avoir en termes de légalité de l'acceptation de la démission, hein, pour un fonctionnaire, et le licenciement. Et notamment, je vais vous rappeler un petit peu les règles sur le licenciement pour abandon de poste. L'admission à la retraite et la révocation. L'admission à la retraite, je mets de côté, on a un webinaire spécifique sur la retraite avec la réforme qui a lieu, et la révocation de la sanction discipline. Donc on va voir ces deux points et leur articulation avec les allocations de retour à l'emploi sur la partie uniquement appréciation de la perte involontaire. Pour avoir le droit au chômage, on doit remplir différentes conditions, des conditions d'affiliation, d'inscription, de recherche d'emploi, d'âge, d'aptitude, de lieu de résidence, mais on a bien sûr la condition essentielle et initiale d'être involontairement privé d'emploi. Alors, quels sont les cas de perte involontaire d'emploi? C'est à la fois une construction jurisprudentielle qui a été cristallisée dans le décret de 2020, du 16 juin 2020 sur l'allocation de retour à l'emploi des agents publics. Donc on a comme cas de perte involontaire d'emploi la démission légitime. Je reviendrai rapidement sur cette notion-là, le licenciement, la radiation des cadres pour un d'office, la disponibilité d'office et la rupture conventionnelle à l'occasion de la présentation du licenciement pour abandon de poste notamment, et des autres cas de licenciement, de la rupture conventionnelle et de la démission. On reparlera justement de cette notion de perte involontaire d'emploi, sachant qu'il y en a un autre, hein, c'est la question du refus de renouvellement de contrat, avec là une complexité que je n'ai pas le temps d'aborder ici, et puis ce n'est pas le sujet principal. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est la démission. Deuxièmement, l'abandon de poste avec une petite jurisprudence de fin de l'année 2022 sur le process auquel il faut faire attention. Et puis d'autres jurisprudences qui ont étendu l'abandon de poste comme une sorte de sanction disciplinaire. Je dis bien une sorte, hein, parce que ce n'est pas une sanction disciplinaire, mais disons que on commence à s'éloigner un petit peu de la structuration, de la construction jurisprudentielle initiale avec les notions de situation matérielle et de volonté, notamment dans le cadre du suivi des agents pendant un congé maladie. On verra les jurisprudences là-dessus. Et donc ensuite, une longue partie sur la rupture conventionnelle. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. J'essaierai d'y répondre petit à petit en fonction si je les vois ou pas. Sinon, de toute façon, je reviendrai à l'issue de la présentation pour voir les questions que j'aurais éventuellement ratées. Donc, et puis, Mathilde, n'hésitez pas à l'occasion, si vous avez une question, à me la poser. Alors, premièrement, la démission.
Démission du fonctionnaire, principalement. La démission du titulaire a ceci de particulier, c'est que l'employeur va devoir accepter la démission. C'est-à-dire que l'agent, il demande: «Coucou, est-ce que je peux démissionner?» Et c'est l'employeur qui accepte la démission, et pour ça, il a un délai. Donc, tout commence par une demande écrite, hein, ça doit forcément être écrit du fonctionnaire, qui doit dire de manière claire et non équivoque qu'il veut cesser ses fonctions, et qu'il a bien compris que sa démission entraîne sa radiation des cadres. On est bien d'accord que la notion de radiation des cadres, c'est le fait que le fonctionnaire qui est dans un cadre de la fonction publique, il est barré, hein, du cadre de la fonction publique, il sort du statut, hein, il perd sa qualité de fonctionnaire de manière définitive, sauf à revenir, hein, dans le statut, soit par un autre concours, soit si par exemple j'ai une radiation des cadres pour invalidité, qu'il retrouve un état de santé permettant la reprise de ses fonctions. Mais bon, restons sur la démission. Donc la démission entraîne la radiation des cadres. Donc l'agent, il doit faire sa demande non équivoque, et l'employeur, il a un mois pour se positionner. Il a un mois pour accepter la démission, avec une possibilité de refuser la démission d'un fonctionnaire. Un refus qui peut être contesté devant la commission administrative paritaire. Là-dessus, même avec les nouveaux décrets à la suite de la loi de transformation de la fonction publique, il n'y a pas de changement sur cette compétence de la CAP qui peut connaître des décisions de refus de démission qui doivent être justifiées par les nécessités de séance. Alors que se passe-t-il si d'aventure l'employeur ne répond pas dans le mois concerné? Vous le savez sûrement, par dérogation, le silence gardé à la demande d'un agent public par son employeur vaut décision implicite de rejet, par dérogation au principe selon lequel le silence gardé par une administration à la demande d'un usager vaut décision implicite d'acceptation. Donc, normalement, c'est un rejet. Alors, on a des exceptions à la dérogation, hein, sinon ce ne serait pas drôle et on ne pourrait pas s'amuser, hein, notamment en cas de mobilité, par exemple une demande de détachement avec l'accord de l'administration d'accueil, ou dans le cas de la commission de la communication des documents administratifs, où là, le silence gardé pendant un mois vaut décision implicite de refus. Pour le cas de la démission, eh ben, ça veut dire ni l'un ni l'autre. Ça veut dire ni oui, ni non. Le juge administratif considère dans une jurisprudence de principe que l'employeur, au-delà du délai d'un mois, il est dessaisi de la demande de démission. Et donc, il ne peut plus accepter la démission de l'agence, particulièrement important, hein, notamment dans le cas de l'indemnité de départ volontaire. Là, une des conditions, hein, pour avoir l'indemnité de départ volontaire en cas de restructuration d'établissement par arrêté, il y a une condition d'abord d'avoir une démission régulièrement acceptée. Donc, le silence gardé une demande de démission, eh ben, l'employeur ne peut plus se positionner. Et s'il souhaite faire une radiation des cadres en visant la démission, ben, il ne peut plus, sauf à ce que l'agent fasse une nouvelle demande. Alors, si l'employeur accepte la démission, par contre, hein, c'est lui qui va, éventuellement avec un accord de l'agent, mais c'est lui qui va en fixer la date d'effet, hein, puisque si l'employeur a un mois pour se positionner, l'agent n'a pas vraiment de préavis qui est prévu par la réglementation permettant l'obligeant à faire sa demande de démission suffisamment tôt. Par contre, hein, si l'employeur accepte la démission, l'acceptation rend la démission irrévocable, même si elle a une date d'effet plus tard. Alors, que se passe-t-il si l'agent cesse quand même ses fonctions avant la date d'effet? La réglementation nous dit qu'on peut infliger une sanction disciplinaire ou des retenues. Bah, bien sûr, il n'est pas venu, donc il n'y a pas de service fait, donc il n'y a pas de rémunération. Là, il n'y a rien d'étonnant à ça. Alors, qu'en est-il en matière d'appréciation de perte involontaire d'emploi? Est-ce que quelqu'un qui démissionne est en perte involontaire d'emploi? Eh bien, ça dépend. On va avoir la notion de démission légitime et de démission non légitime.
Si l'agent a une démission non légitime, il n'est pas en perte involontaire d'emploi, il est en perte volontaire d'emploi. Et donc, à ce titre-là, il ne remplit pas les conditions pour avoir le droit aux allocations de retour à l'emploi. Enfin, il ne remplit pas. Il ne remplit pas a priori. On va le revoir. Si par contre, il a une démission qui est reconnue comme légitime, eh bien, dans ce cas-là, il est considéré en perte involontaire d'emploi. Et la liste, et je vais vous la montrer juste après, des cas de démission légitime est fixée par aujourd'hui le décret sur le chômage. Alors, vous savez que le décret sur le chômage est limité dans le temps, puisque on a une nouvelle période de négociation avec les représentants des employeurs et les représentants syndicaux pour refaire une convention d'assurance chômage, parce que normalement, sur le chômage, c'est maintenant, depuis la réforme de 2017, le gouvernement fixe une lettre de cadrage. Ensuite, les représentants patronaux et salariés vont négocier, tenter du moins de négocier une convention d'assurance chômage. Et si jamais ils y arrivent, c'est la convention qui va régler les modalités d'ouverture de droit et de calcul des allocations de retour à l'emploi, avec des accords d'application qui vont venir définir justement, par exemple, la notion de démission légitime. Et vous le savez, et il y a en 2019, eh bien, ils n'ont pas réussi à faire ils n'ont pas réussi à s'entendre. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a repris la main et a déterminé temporairement les modalités d'ouverture et de calcul des allocations de retour à l'emploi par décret. Mais là, on est reparti sur une nouvelle période de négociation avec des dispositions transitoires qui ont été prises le temps de faire fonctionner ce décret au-delà de novembre 2021. Et on est toujours en phase de négociation. Alors, on a cette liste et qui sera très certainement reprise par les accords d'application, si d'aventure il y a accord, et très certainement reprise par le décret si d'aventure on n'arrivait pas, les représentants syndicaux n'arrivaient pas à négocier. Donc, une démission reconnue comme légitime, mon agent est considéré en perte involontaire d'emploi et par conséquent, il a le droit, s'il en remplit par ailleurs les autres conditions, aux allocations de retour à l'emploi. Maintenant, même s'il a une démission non reconnue comme légitime, il a quand même éventuellement le droit au chômage à partir du moment, on va le voir un peu plus en détail, où il a des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant au moins 121 jours. Donc pendant au moins 4 mois. Donc l'agent, il démissionne pour un motif non légitime, il s'inscrit à Pôle emploi, il a des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. 4 mois après avoir eu sa perte volontaire d'emploi, il peut réécrire à l'employeur en auto-assurance pour lui demander une ouverture de droit en amenant toutes les preuves des actes positifs et répétés de recherche d'emploi qu'il a faites durant ces 4 mois. Donc ça, c'est première possibilité pour involuntariser une perte volontaire d'emploi. Deuxième possibilité, c'est la reprise d'une activité professionnelle pendant au moins 88 jours qui permettrait, si elle est suivie d'une perte involontaire d'emploi, de bénéficier d'une involontarisation de sa perte volontaire préexistante. J'ai un agent qui démissionne pour un motif non légitime, il reprend une activité professionnelle grosso modo pendant 3 mois, et à l'issue de cette activité professionnelle, il est en perte involontaire. Fin de CDD non renouvelé par l'employeur si c'est un employeur public, ou fin de CDD si c'est un employeur privé, licenciement, le licenciement quel qu'en soit le motif, rupture conventionnelle, pourquoi pas, tant qu'il remplisse les autres conditions, 3 mois c'est court, mais bon, il n'y a rien qui l'en empêche. Et dans ce cas-là, eh bien, il est en perte involontaire et ça vient annuler sa perte volontaire qui est liée à la démission qu'il a faite 3 mois avant la reprise d'activité. Alors, les cas de démission légitime, donc on a la traditionnelle démission pour suivre son conjoint, qui est muté pour raison professionnelle. Attention, c'est-à-dire que si je change de résidence pour des éléments de confort qui sont sans reprendre un nouveau travail, eh bien je ne suis pas dans un cas de motif légitime. Me marier ou me paxer, dans les 2 mois précédents ou suivants la démission, sachant que quand même, il faut vraiment, et le juge administratif dans ces jurisprudences vérifie bien que l'objet de la démission légitime est bien de se marier. C'est-à-dire que on va rattraper le truc après, genre je démissionne et puis derrière après je me paxe, parce que paxe ça se fait rapidement.
mariage aussi d'ailleurs, enfin, après, il faut avoir de la place à la mairie, les bancs et compagnie. Et je me dis, ah mince, j'ai pas le chômage, bon, vite, je me paxe pour avoir le chômage. Non, ça marche pas. Il faut que ce soit le motif pour lequel, j'ai démissionné. Le changement de résidence suite où on suit son enfant qui est salarié de moins de 18 ans. De la même manière, démission pour suivre son enfant handicapé qui est placé dans une structure qui est loin du lieu d'exercice des fonctions, normal, enfin, avant la démission. Les violences conjugales, démission justifiée par les violences conjugales. Le volontariat international, donc c'est après le volontariat international. Après, donc on a les jours de reprise d'activité. Et puis, on a le cas aussi spécifique de l'agent qui est en CDI, qui a au moins 3 ans d'affiliation, qui démissionne pour signer un CDI et qui voit son contrat rompu avant 3 mois d'activité par l'employeur. Et du coup, là, il est quand même considéré, même s'il n'a pas 3 mois, en perte involontaire d'emploi. Donc, dans tous ces cas de démission pour ces motifs-là, donc il faut vraiment démissionner pour ces motifs-là. Mon agent est en perte involontaire d'emploi et remplit une des conditions d'allocation de retour à l'emploi, sachant que une décision de refus d'ouverture de droit aux allocations de retour à l'emploi est une décision qui doit être motivée, puisque c'est un droit pour les agents qui remplissent les conditions pour l'obtenir. Ça signifie que dans la décision de refus d'ouverture de droit aux allocations de retour à l'emploi, eh bien, il faut qu'on mette le motif, la raison, qui peut être très souvent la perte volontaire et non involontaire d'emploi. Deuxième cas un petit peu spécifique, c'est donc les 121 jours. Donc, c'est un agent qui est en perte volontaire, donc par exemple qui a démissionné, et qui, pendant 4 mois, a des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Donc, premièrement, il faut avoir quitté son emploi depuis au moins 4 mois, 121 jours calendaires. Il faut remplir les autres conditions d'ouverture de droit, le lieu, l'inscription comme demandeur d'emploi et autres, l'aptitude physique. Et enfin, il faut apporter tout élément permettant de prouver qu'on a eu des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant ces 4 mois. Alors, il n'y a pas de liste qui permet de dire, voilà, là, on a des actes positifs ou répétés de recherche d'emploi ou pas. C'est au cas par cas et on a une construction jurisprudentielle qui se fait autour de cette notion-là et qui permet de définir si oui ou non j'ai des actes positifs et répétés de recherche d'emploi, sachant qu'on est sur de l'ouverture de droit. Donc, à partir du moment où on est sur l'ouverture de droit et de l'appréciation de la perte involontaire d'emploi, ça reste une décision de l'employeur. D'ailleurs, quand je fais une décision de refus d'ouverture de droit aux ARE parce que mon agent a une perte volontaire d'emploi, je devrais, en théorie, rappeler que l'agent a la possibilité de demander une réouverture de droit au bout de 4 mois. Et à ce titre-là, d'indiquer le process à mettre en œuvre. Si l'agent fait une demande 121 jours après, il faut là encore faire une décision refusant, le cas échéant, l'ouverture de droit après 121 jours, au motif, par exemple, que l'agent n'a pas eu des actes positifs et répétés de recherche d'emploi que l'employeur considère comme bien. Alors, deuxième point, l'abandon de poste. Donc, l'abandon de poste, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a juste un mot dans le statut général et maintenant dans le code général de la fonction publique. Le licenciement peut avoir lieu pour abandon de poste. Point. On n'a pas de procédure ni de définition claire dans la fonction publique législative ou réglementaire de ce qu'est l'abandon de poste. Alors, on n'est pas démunis, puisqu'on a deux choses. Premièrement, on a une circulaire qui date de 1960 et qui n'a toujours pas été abrogée. Et puis, surtout, on a énormément de jurisprudence qui s'est construite autour de la procédure, autour de la notion d'abandon de poste, et qui vient
structurer la procédure que l'employeur doit mettre en place et qui vient d'ailleurs étendre l'outil abandon de poste à d'autres éléments que les éléments traditionnels qui sont évoqués dans la circulaire. On va voir ça rapidement. Donc, l'abandon de poste, au titre de la circulaire de 1960, c'est le constat qu'un agent souhaite rompre son lien de manière implicite, disons, avec l'employeur. On a du coup dans la circulaire deux éléments. Un élément matériel, donc c'est l'absence irrégulière de l'agent. Donc l'agent n'est pas là. Il devrait être là. Il n'est pas en congé annuel, il n'est pas en congé maladie. Il ne vous a pas appelé en vous disant qu'il a un cas de force majeure qui l'empêche de reprendre ses fonctions. Il est allé en Colombie, il a été enlevé par les FARC. Et vous le savez dans les infos. Il a une hospitalisation. Enfin bon, bref, tout élément qui vienne justifier cette absence. Donc là, on est un agent qui ne vient pas. Et il n'y a pas de raison pour lesquelles il ne vient pas. Vous n'avez pas de nouvelles, il ne vient pas. Et deuxièmement, il y a un élément intentionnel dans la circulaire, un élément intentionnel avec une volonté de l'agent de mettre fin à son engagement en rompant le lien avec le service. Et c'est cette notion-là, d'élément intentionnel, qui commence un petit peu à être tempéré, disons, par le juge administratif avec l'utilisation de l'outil abandon de poste dans des situations où on n'a pas nécessairement une volonté manifeste de l'agent de mettre fin à son engagement en rompant le lien avec le service. On va le voir dans quelques instants. Alors, en tout état de cause, le comportement de l'agent doit quand même être quelque part assumé. Par exemple, un agent qui est dans l'impossibilité physique ou mentale de reprendre ses fonctions, là, même si je fais un procès d'abandon de poste, il aura des éléments pour dire, bon, moi, je ne pouvais pas, j'ai eu un épisode de délirium de trémence qui ne m'a pas fait comprendre la portée de la mise en demeure avant abandon de poste, j'étais dans l'incapacité de répondre, enfin bon, tout élément de force majeure qui vont venir permettre de retirer la décision de l'abandon de poste, même si elle a été prise, si l'agent en apporte bien entendu les preuves à l'employeur. Alors, quelle procédure mettre en place? C'est tout l'objet de la jurisprudence qui a construit cette procédure. Donc, premièrement, j'ai le constat de l'absence irrégulière de l'agent. Donc, l'agent, il n'est pas là. Donc, il n'est pas là. Qu'est-ce que je dois faire si je l'entends continuer? Alors, déjà, absence de service fait. En absence de service fait, eh bien, il n'y a pas de rémunération, tout simplement. Ça, c'est clair et net. Maintenant, si je veux formaliser et une mise en demeure, il faut que je respecte cette structure, cette procédure qui a été construite par le juge administratif avec donc une mise en demeure. Une mise en demeure avec pas de délai qui est fixé sur la mise en demeure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de délai à partir du moment où on peut constater que mon agent est a priori en abandon de poste. On peut le faire au bout de 3-4 jours où l'agent ne vient pas. Bon, après, ce qui est pertinent, entre guillemets, c'est de laisser le délai que l'agent a pour envoyer un certificat médical, donc 48 heures minimum. Mais un délai de 4-5 jours, une semaine, ça peut être suffisant. Après, ça dépend aussi de l'antériorité de l'agent. Si on sait déjà que c'est mal parti avec l'agent, c'est vraiment très lié aux circonstances de la situation. Par contre, ce qui est très surveillé par le juge administratif, c'est le contenu de la mise en demeure. Le contenu de la mise en demeure est très important. D'abord, la mise en demeure, bien entendu, elle doit être écrite. Elle doit être écrite, elle doit être notifiée à l'agent. Notifiée, soit par recommandé avec accusé de réception, soit par huissier. Mais en tout cas, il faut vraiment être clair et être certain qu'il y a eu une notification régulière de la lettre de mise en demeure, du courrier de mise en demeure avant abandon de poste de l'agent. Troisièmement, il faut que dans ce courrier, on fixe un délai à l'agent pour justifier de son absence ou pour reprendre ses fonctions ou pour rejoindre le service. Alors, quel délai? Il n'y a pas de règle là non plus. Maintenant, il faut un délai raisonnable et ça dépendra aussi de la façon dont la mise en demeure a été notifiée. Si je la notifie par recommandé avec réception, il faut quand même tenir compte du délai de poste restante. Donc, ce qui est pertinent, c'est de dire, voilà, je fais une mise en demeure le 16 mai,
je l'envoie le 16 mai, elle est présentée a priori le 18, tout marche à peu près convenablement. On a 15 jours de délai de poste restante à partir du 18, et ensuite, il faudra laisser un temps suffisant. Le juge, il a pu se prononcer sur 5 jours. C'était bon. Maintenant, peut-être que 10-15 jours, ça peut être suffisant, ça peut être mieux pour laisser à l'agent le temps de réagir et de ne pas avoir un éventuel contentieux en disant on ne m'a pas laissé le temps pour réagir par rapport à cet abandon de cette mise en demeure. Il y a une autre solution, hein, c'est de dire que on va avoir un délai de 15 jours à compter de la notification. La notification, je vous le rappelle, c'est soit la date de première présentation si la personne ne va pas récupérer le courrier, soit la date à laquelle il va récupérer le courrier, soit la date à laquelle, s'il était là au moment où ça a été notifié en courrier recommandé avec une réception. Mais en tout cas, il faut être très attentif par rapport à ça. Ensuite, il faut être clair, extrêmement clair sur le risque encouru. Les mots sont vraiment très importants. On ne peut pas mettre, à défaut de reprendre vos fonctions ou de justifier dans un sens dans le délai susmentionné, vous serez licencié sans avis du conseil de discipline. Ça entraîne l'annulation de la décision. Parce que les garanties de la procédure disciplinaire, c'est le mot, c'est le terme qu'il faut utiliser, hein, vous serez licencié sans les garanties de la procédure disciplinaire, et si vous voulez être parfait, notamment le droit à consultation du dossier et l'avis du conseil de discipline. Mais en tout cas, ces mots-là, sans garantie de la procédure disciplinaire, c'est vraiment des mots importants et qui peuvent causer l'annulation de tout le process et de la décision de licenciement pour abandon de poste, entraînant l'application de l'exécution d'un jugement dans le cadre de la reconstitution de carrière, de l'intégration et de la réparation intégrale du préjudice du fait de l'éviction illégale. Donc, c'est très, très important de bien être clair sur le risque encouru. Ensuite, on envoie le courrier bien clair et on attend un retour de l'agent. À partir de là, il y a plusieurs possibilités. Soit l'agent répond « Bon, en effet, j'ai plus envie de bosser, salut. Donc, je démissionne, par exemple, au final. » Soit l'agent il dit « Non, je reviens, en effet, voilà, il s'est passé ceci, cela. » Il justifie de son absence ou il ne justifie pas. Soit il ne répond pas. Donc, lorsqu'il ne répond pas, l'agent qui s'est ni présenté, n'a pas fait connaître aucune intention avant l'expiration du délai fixé, et sans justification, on va pouvoir prendre la décision de licenciement pour abandon de poste, qui doit viser, bien vu le courrier de mise en demeure en date due, considérant l'absence de réponse de l'agent à ce courrier, décide, article 1, monsieur machin est licencié pour abandon de poste. Alors, il y a la question de la date d'effet. La date d'effet, grosso modo, une décision de radiation des cadres, normalement, ne peut pas avoir de date d'effet avant sa date de notification à l'agent. Donc, ça voudrait dire que la décision de licenciement pour abandon de poste, je devrais la notifier sans date et de dire que cette décision prendra effet à la date de notification. Alors, je reviens sur cette notion de notification, puisqu'il y a une question concernant un agent qui ne récupère pas son recommandé. Quand l'agent ne récupère pas son recommandé, la date de notification est réputée être la date de première présentation du courrier. Et donc, c'est à partir de là que la décision prendrait effet. Cependant, on a 2-3 jurisprudences de cour administrative d'appel, mais pas encore de jurisprudence de principe du Conseil d'État, qui nous disent que à partir du moment où la lettre, le courrier de mise en demeure précise la date à laquelle l'agent sera considéré en abandon de poste, eh bien, on peut considérer qu'il est informé de la décision d'abandon de poste s'il ne fait rien, et qu'à ce titre-là, on peut faire une date d'effet qui a une date d'effet à cette date-là, ou au lendemain de cette date-là, avant même, du coup, qu'on notifie la décision d'abandon de poste à l'agent. C'est donc défendable en cas de contentieux, mais ce n'est pas, pour sécuriser le truc, le mieux est de fixer une date d'effet qui est à la date de notification, donc soit par huissier, soit par récupération du rare, soit à la date de première présentation si l'agent ne se présente pas. Donc,
faire attention à ça, sachant que, voilà, je vous ai mis, la date d'effet ne peut être antérieure à la date de notification de la décision. C'est un arrêt de CA de Marseille, mais on a d'autres arrêts de CA plus récents qui, voilà, viennent tempérer un peu le truc. Maintenant, c'est des décisions suffisamment graves pour éviter de tendre le bâton pour te faire battre. Alors, qu'en est-il de la procédure et justement des risques en matière de rappel? On a là-dessus une jurisprudence intéressante de la Cour administrative d'appel de Toulouse du 30 décembre 2022, où c'est un agent qui a obtenu devant le juge, d'ailleurs en amont, un agent coutumier qui fait 2 recours quasiment coup sur coup. Dans un premier temps, il obtient la signature d'un CDI parce qu'il avait l'ancienneté qui va bien. Puis, il reprend son travail et un jour, lors d'une réunion, eh bien, on se rend compte que Madame A, qui était conviée à la réunion, ne vient pas. Et à ce titre-là, on se demande où elle est. Du coup, l'employeur essaie de l'appeler, lui envoie des courriels, rien. Et ben, au bout d'un moment, il dit, bon, bah, lettre de mise en demeure. Alors, il en fait 2. Là-dessus, il n'y a aucune obligation d'en faire 2, 3 ou 4. Une suffit. Une suffit à partir du moment où il est suffisamment clair et qu'on met bien les risques encourus par l'agent. Là, l'employeur en fait 2. Bon. Madame A ne répond toujours pas, entraînant par l'employeur une décision de licenciement pour abandon de poste de l'agent. Et l'agent conteste cette décision d'abandon de poste devant le juge, et en première instance, c'est le père, puis on va en appel. En appel, le juge nous dit que la lettre de mise en demeure n'est pas assez claire sur le risque, c'est ce que j'évoquais, le risque de licenciement sans les garanties de la procédure disciplinaire, et donc annulation du licenciement et indemnisation du préjudice. Donc, du coup, l'université, en l'occurrence, perd en première instance et elle fait appel. Et le juge d'appel, il se pose la question suivante. Est-ce qu'on doit appliquer la jurisprudence d'Anthony ou pas dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit regarder si l'absence du rappel du risque encouru, ça a privé l'agent d'une garantie ou c'est susceptible d'avoir eu un impact sur le sens de la décision prise? Eh bien, le juge nous dit que la mention du risque encouru dans la mise en demeure, c'est une condition nécessaire. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'application de la jurisprudence d'Anthony. On ne regarde pas si l'agent a été privé d'une garantie. C'est une condition nécessaire à la mise en œuvre, à la légalité de la procédure. Et donc, à partir du moment où je n'ai pas marqué la radiation des cadres sans procédure disciplinaire, eh bien, j'ai automatiquement l'annulation de la décision de licenciement pour abandon de poste. Si vous faites ça, vraiment, sur la décision, sur le courrier, soyez très clair sur le risque encouru. Sinon, il y a un risque encouru d'annulation de la décision. Alors, je vous ai dit que le juge administratif avait tendance à étendre l'utilisation de l'abandon de poste au-delà de l'existence d'une volonté, puisque la mise en demeure sert à ça, à matérialiser la volonté, d'une volonté de l'agent réel de rompre son lien avec l'administration. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'abandon de poste comme outil un petit peu de sanction de l'agent, un petit peu, parce qu'on est bien clair qu'on a l'exhaustivité des sanctions, on a une liste de sanctions exhaustive, mais malgré tout, ça peut être utilisé notamment dans le cadre du suivi de l'agent à l'issue ou pendant un congé maladie. Donc, à l'issue du congé maladie, l'agent qui est reconnu apte par le conseil médical ou aujourd'hui un médecin agréé, puisque maintenant les règles ont changé, il n'y a pas forcément besoin de l'avis du conseil médical pour une reprise à l'issue d'un CLM ou d'un CLD de moins de 3 ou de moins de 5 ans. Si l'agent ne revient pas, même s'il envoie un certificat de prolongation, à partir du moment où ce certificat ne remet pas en cause, ne remet pas en avant des éléments nouveaux, mais simplement
le médecin traitant qui fait une prolongation, eh bien, le juge a validé, le Conseil d'État a validé le licenciement pour abandon de poste de l'agent qui, quelque part, il n'a pas vraiment envie de rompre son lien avec son administration, mais il conteste le fait qu'il soit apte. Dans ce cas-là, il aurait dû saisir le conseil médical supérieur, le cas échéant, si le conseil médical s'est prononcé, ou le conseil médical, si c'était un avis du médecin agréé. Et il a appliqué aussi cette jurisprudence en 2015 sur l'agent qui est en congé maladie. Un fonctionnaire en congé maladie doit se soumettre aux visites de suivi organisées par l'employeur. Et cette visite de suivi, elle est impérative. Alors après, derrière, il y a toute l'instruction de la visite, le fait que il faut que je convoque l'agent clairement à la visite. Et du coup, si l'agent ne se rend pas à cette visite chez un médecin agréé, eh bien, le juge va valider l'utilisation de la procédure d'abandon de poste. Donc là, on va pouvoir être un peu inventif et dire, bon, ben voilà, vous n'êtes pas présenté tel jour, telle heure à la visite du médecin agréé pour laquelle vous étiez convoqué, et je vous mets en demeure de rejoindre un autre médecin agréé, tel jour, telle heure, à défaut, et la même chose, risque, donc dans tel délai, risque abandon de poste sans les garanties de la procédure disciplinaire. Alors, est-ce qu'un licenciement est une perte involontaire d'emploi? Oui, un licenciement est une perte involontaire d'emploi. Ils sont considérés comme ayant involontairement privé d'emploi, dans le décret du 16 juin 2020 qui reprend la jurisprudence du Conseil d'État que j'ai évoquée tout à l'heure, les agents radiés d'office des cadres pour tout motif, à l'exclusion notamment des personnes qui sont radiées des cadres pour abandon de poste. En ce sens-là, le juge était précurseur par rapport à la modification législative qu'il y a eu récemment, mise en œuvre au début d'année, sur l'abandon de poste à Pôle emploi. Parce que, je ne sais pas si vous avez constaté dans votre travail au jour le jour sur l'appréciation de la perte involontaire d'emploi, c'est que le Conseil d'État n'a pas la même appréciation que la Cour de cassation. Même ça donne une certaine richesse. Donc, ça fait assez longtemps que le Conseil d'État, dès les années 90, s'est positionné sur le fait que l'abandon de poste n'était pas une perte volontaire d'emploi, une perte involontaire d'emploi, mais était une perte volontaire d'emploi. Un exemple d'un des derniers arrêts de principe du 14 décembre 2005. Et le décret du 16 juin 2020 ne fait que reprendre cette jurisprudence. Donc, un agent licencié pour abandon de poste n'a pas le droit aux allocations de retour à l'emploi. Donc, s'il s'inscrit à Pôle emploi va faire une décision de rejet pour incompétence, puisque la durée d'affiliation sera plus longue chez l'employeur public, renvoyer le dossier à l'employeur public, et l'employeur public devra prendre une décision de refus d'ouverture des droits d'allocation de retour à l'emploi au motif que l'agent licencié pour abandon de poste est en perte volontaire et non pas involontaire d'emploi, et rajouter le paragraphe sur le fait qu'il a la possibilité, comme tout cas de perte volontaire, de demander une réétude de ses droits au bout de 121 jours. Du coup, au bout de 121 jours, si l'agent dit moi, j'ai eu des actes positifs, l'employeur devra se positionner à nouveau. Les autres cas de licenciement, que ce soit le licenciement pour insuffisance professionnelle, pour motif disciplinaire, révocation, ce sont des pertes involontaires d'emploi qui ouvrent droit aux allocations de retour à l'emploi. Donc, un titulaire licencié pour insuffisance professionnelle, un contractuel licencié pour insuffisance professionnelle, un fonctionnaire révoqué, un contractuel licencié pour faute, tous ces gens-là, ils sont en perte involontaire d'emploi et ils ont le droit au chômage. Et les conditions d'appréciation de la perte involontaire d'emploi que je présente ici sont les mêmes pour les titulaires et les contractuels. C'est la même chose avec des spécificités pour les titulaires, notamment, on va le voir sur la dispo. Donc, le licenciement à l'issue d'une suppression d'emploi, c'est une perte involontaire d'emploi, bien sûr. Le licenciement pour inaptitude physique ou la radiation des cadres pour invalidité d'office. Par contre, la radiation des cadres pour invalidité sur demande, ça, on applique les 121 jours, puisque c'est l'agent qui fait la demande. Mais une radiation des cadres pour invalidité d'office ou un licenciement pour inaptitude physique d'un contractuel, ce sont des cas de perte involontaire d'emploi. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais enfin, Laurent, l'agent qui est radié des cadres pour invalidité d'office et qui est inapte absolue et définitive à toute fonction dans la galaxie, il ne peut pas travailler. Or, une des conditions pour avoir le droit au chômage, c'est d'être apte au travail. Oui,
vous avez raison, mais ce n'est pas de votre compétence. On a un arrêt de principe du Conseil d'État du 16 juin 2021 sur la question qui nous dit qu'un agent titulaire radié des cadres pour invalidité d'office ou un contractuel licencié pour inaptitude physique, quand bien même j'ai un avis du médecin agréé ou du conseil médical réuni en formation plénière pour le fonctionnaire me disant que l'agent est inapte absolu et définitive à toute fonction, ça reste que s'il s'inscrit à Pôle emploi et que Pôle emploi accepte l'inscription, eh bien, ce n'est pas un argument pour refuser par l'employeur les bénéfices des allocations de retour à l'emploi. C'est Pôle emploi qui apprécie cette condition d'aptitude physique. Et donc l'abandon de poste, non. Que je sois titulaire ou contractuel, l'agent licencié pour abandon de poste est en perte volontaire et non involontaire d'emploi. Et puis il y a le cas particulier pour les fonctionnaires. Donc le fonctionnaire qui serait mis en dispo à l'issue d'une période de disponibilité en dispo d'office pour absence de poste, ou le fonctionnaire qui serait mis en dispo d'office à l'issue d'un détachement pour absence de poste, il est en perte volontaire d'emploi. Par contre, s'il refuse une offre, eh bien, sa perte volontaire cesse et il est en perte, sa perte involontaire, cesse et il est en perte volontaire. Donc, on arrête le versement des ARE. Alors, il y a une question qui reste, c'est l'agent qui est mis en dispo d'office à l'issue d'une période de dispo ou à l'issue d'un détachement et qui refuse 3 offres. Vous le savez sûrement, l'agent à l'issue d'une dispo ou à l'issue d'un détachement, l'employeur doit lui proposer des offres correspondant à son grade sur des emplois vacants. Et dans ce cadre-là, on va lui faire 1 offre, 2 offres, 3 offres. Et à la 3e offre, eh bien, on va pouvoir, après avis de la CAP, le licencier pour refus de 3 postes. Est-ce qu'ils ont droit à une perte? Est-ce qu'ils sont en perte involontaire d'emploi? Aujourd'hui, oui, quoique. Oui, quoique, parce qu'on pourrait imaginer la même logique que celle de cesser le versement des allocations de retour à l'emploi à l'agent qui est en dispo, à la dispo d'office, et dire, bon, bah, finalement, on va arrêter on va considérer que mon agent est en perte volontaire et non pas involontaire d'emploi. Mais on n'a pas encore de jurisprudence de principe sur la question. Alors, du coup, ce démission et ces types de licenciement, ce sont des outils qui sont indépendants de la rupture conventionnelle. Donc, vraiment, on ne doit pas utiliser ces outils-là, remplacer ces outils-là par de la rupture conventionnelle. De la même manière, je ne dois pas utiliser la rupture conventionnelle pour éviter une sanction disciplinaire. C'est un outil pour une situation. La rupture conventionnelle, qui est mise en place par la loi de transformation de la fonction publique dans la fonction publique, bien entendu, entraîne une rupture de la relation de travail définitive qui emporte radiation des cadres. Et cette radiation des cadres, eh bien, pardon, il y a quelqu'un qui a le micro, si vous pouvez le couper, s'il vous plaît. Parce que ça fait pas mal de bruit. Merci. Donc, une rupture de la relation de travail qui entraîne la cessation définitive des fonctions. Une rupture de la relation de travail qui ne peut pas être imposée. Il faut un commun accord avec une liberté de consentement. Et ce qui entraîne le fait qu'il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire qu'un agent qui fait une demande de rupture conventionnelle, l'employeur peut dire non, sans autre forme de sans autre forme entre guillemets de procès, et sans avoir à justifier ce refus de rupture conventionnelle avec l'agent. Alors, c'est a priori contre le versement d'une indemnité. C'est vrai qu'il y a des techniciens du droit qui considèrent que, on va voir pourquoi tout à l'heure, finalement, on pourrait imaginer une rupture conventionnelle sans versement d'une indemnité.
Ce n'est pas mon point de vue, après ce n'est que le mien et il n'est pas validé par le juge administratif dans un sens ou dans un autre. Donc bon, après, la rupture conventionnelle, elle a quand même pour but d'avoir c'est le fruit d'un accord, hein. Donc bon, peut-être que des agents accepteraient une rupture sans indemnité, mais on pourrait tout à fait imaginer un recours de l'agent qui dit voilà, j'ai fait une rupture conventionnelle, ils m'ont pas donné d'indemnité, donc je fais un recours pour obtenir cette indemnité. C'est un débat qui n'est pas encore aujourd'hui, au 16 mai 2023, complètement clôturé. Et puis, le dernier principe, hein, c'est considéré comme une perte involontaire d'emploi. Donc, ça ne s'oppose pas au versement des allocations de retour à l'emploi. Ça veut dire que quand je budgétise le coût d'une rupture conventionnelle, il faut que je pense déjà au montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, mais il faut que je pense aussi au montant des allocations de retour à l'emploi que je ne vais pas nécessairement verser immédiatement, puisqu'on va voir si jamais l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est au-delà du plancher prévu par l'article 72 de la loi de transformation de la fonction publique, eh bien, dans ce cas-là, on va appliquer, et on va le voir, ce qu'on appelle un différé spécifique. Bon. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut budgéter, et je vais en parler aussi. Il faut aussi penser, le cas échéant, au risque de maladie de l'agent. De quoi je parle? C'est ce qu'on appelle le maintien de droit. C'est-à-dire que quand un fonctionnaire, pas un contractuel, mais quand un fonctionnaire qui est au régime spécial, hein, je parle du fonctionnaire à temps complet, les fonctionnaires à temps non complet moins de 70%, eux, eh bien, on a le régime général, ils ne sont pas affiliés au régime spécial, même s'ils ont le droit à des congés un peu particuliers, mais ils sont au régime général. Mais pour les fonctionnaires à temps complet, qui sont au régime spécial, quand ils cessent de remplir les conditions pour bénéficier du régime spécial, eh bien, ils ont le droit au maintien de droit dans les conditions du régime général payé par l'employeur. Pour le dire très simplement, si j'ai un agent qui signe une rupture conventionnelle, qui a le chômage et qui tombe malade pendant la période de perception de chômage plus un an, eh bien, l'employeur va devoir lui verser des IJ du régime général. Donc, il faut faire attention, notamment si vous entendez utiliser la rupture conventionnelle pour régler une situation de difficulté dans l'aménagement, le reclassement d'un agent qui ne souhaiterait pas partir au titre de l'invalidité. Donc, il faut faire attention à ça parce que ces agents-là, eh bien, s'ils tombent malades, vous devriez payer les IJ, voir si d'aventure son état de santé persiste et s'aggrave, une pension d'invalidité du régime général que vous seriez amené à verser jusqu'à ce que l'agent atteigne l'âge d'ouverture de droit à pension du régime général qui, en l'occurrence, vous le savez, est en train de passer de 62 à 64 ans. Alors, pour rappel, aujourd'hui, la rupture conventionnelle, c'est une expérimentation. C'est une expérimentation qui va durer jusqu'encore au 31 décembre 2025, qui sera peut-être pérennisée ou pas. En tout cas, si avant le 31 décembre 2025, il n'y a rien, ça s'arrête. Je ne peux plus faire de rupture conventionnelle. Et normalement, eh bien, il y aura un rapport qui sera fait comme chaque fois qu'il y a une expérimentation, hein, pour savoir quels sont les effets que ça a eu, combien il y en a eu et le coût global que ça aurait représenté, qui sera présenté au Parlement un an avant son terme. Donc normalement, c'est à la fin de l'année 2024 au plus tard, on devrait avoir cette présentation et ensuite eh ben, une relance ou pas, ou une pérennisation ou l'inscription dans un marbre définitif de la rupture conventionnelle. Pour l'instant, on est dans un marbre temporaire, puisque c'est clairement jusqu'au 31 décembre 2025. Alors, quels sont les agents concernés et qui peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle? Pour le personnel non médical, ce sont les personnels, non, le nouveau terme, c'est les personnels j'ai oublié le terme, de soins, enfin bon, pas les praticiens. Donc, pour ces agents-là, on va avoir les fonctionnaires titulaires, donc ça ne concerne pas les fonctionnaires stagiaires, avec la limite du fonctionnaire titulaire stagiaire. Si j'ai un fonctionnaire titulaire stagiaire, donc qui est en stage alors qu'il est titulaire, ce qu'il faudrait, c'est qu'il démissionne de son stage et qu'il fasse une rupture conventionnelle en tant que titulaire. Bah, bien sûr, il vaut mieux s'entendre avant, hein. Il ne faut pas que l'agent dise je démissionne de mon stage, je reviens titulaire dans mon corps d'origine et je demande une rupture conventionnelle avec le risque que mon employeur me dise non. Alors, il faut que ça soit quand même prévu en amont. Et les agents contractuels ou non titulaires,
en contrat à durée indéterminée. Bien entendu, les agents en CDD ne peuvent pas signer de rupture conventionnelle. Pour les praticiens, seuls les praticiens contractuels en CDI peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle. Les praticiens hospitaliers titulaires, ce n'est pas prévu. Pour exclut aussi donc les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires détachés en qualité de contractuels, par rapport à leur contrat avec l'employeur au titre duquel ils sont détachés. Ce n'est pas possible aussi, bien sûr, pendant la période d'essai d'un CDI. Et donc, on le répète encore une fois, ce ne s'applique pas en cas de licenciement ou de démission. Hein, si j'ai un agent qui veut démissionner, il démissionne. Et puis, aujourd'hui, on a l'âge de 62 ans avec une condition de durée d'assurance pour avoir le taux plein. Alors, bien entendu, il y a de fortes chances qu'on ait une modification du décret et qu'on change la réglementation et qu'on fasse évoluer cet âge de 62 ans à 62 ans et 3 mois à compter du 1er septembre et ainsi de suite. Ce qu'il faut, c'est qu'à la date d'effet de la rupture conventionnelle, mon agent n'ait pas atteint, grosso modo, l'âge d'ouverture de droit à pension des sédentaires et non pas des actifs. Donc, un actif qui aurait atteint son âge d'ouverture de droit à pension d'actifs, 57 et 3 mois et ainsi de suite, mais qui n'aurait pas atteint l'âge de 62 et 3 mois, il pourrait avoir l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et qu'il n'ait pas le nombre de trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Donc, régime spécial, c'est une durée d'assurance liquidable égale à 168, 109, 110, 111, 72 trimestres. Si j'ai plus que l'âge d'ouverture de droit à pension, mais que je n'ai pas le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, j'ai le droit, si mon employeur est d'accord, bien sûr, à une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Par contre, de la même manière, si j'ai un agent qui a le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, mais qui n'a pas atteint l'âge de 62 ans aujourd'hui, grosso modo l'âge d'ouverture de droit des sédentaires, il pourra aussi bénéficier de la rupture conventionnelle et d'ailleurs du chômage, hein, puisque le chômage s'arrête au moment où j'ai atteint l'âge d'ouverture de droit et que j'ai le nombre de trimestres pour l'âge d'ouverture de droit des sédentaires, donc du code de la sécurité sociale, et que j'ai le nombre de trimestres pour avoir le taux plein. Donc, voilà pour les agents qui sont concernés. Alors, la rupture conventionnelle est formalisée par une décision et une convention. Donc, une convention qui doit indiquer les parties, donc l'établissement, l'agent et son ancienneté qui est importante puisqu'elle va déterminer le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Un rappel de la procédure qui a été faite, hein, s'il y a eu un ou plusieurs entretiens, on va le voir, on peut faire un ou plusieurs entretiens, la date de la demande de l'agent, le principe de l'accord, donc tout le monde est d'accord pour une rupture conventionnelle, et si l'agent a oui ou non été assisté par le défenseur de son choix, puisque certes le texte nous indiquait que ça devait être un agent qui est désigné par une organisation syndicale représentative, pas une personne désignée par une organisation syndicale représentative. C'est des notions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, considérées comme illégales par le Conseil d'État. L'agent peut demander à ce que n'importe quelle organisation syndicale, à n'importe quelle organisation syndicale, qu'elle soit représentative ou pas, c'est-à-dire qu'elle ait ou pas des sièges au conseil, au comité social d'établissement, de désigner une personne qui va l'accompagner pendant cette procédure de rupture conventionnelle. Un rappel sur la mise en œuvre, donc le montant de l'indemnité et les modalités de solde des congés. Donc, soit on décale la date d'effet pour que l'agent puisse bénéficier de ses congés, de ses CET, il faut tenir compte de ça quand même, soit le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle si l'agent souhaite partir à telle date que l'employeur veut et que l'employeur refuse et empêche l'agent de prendre ses congés annuels dans le cadre de la jurisprudence européenne et nationale sur le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. La date d'effet, avec qui est au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation qu'on va voir, les éventuelles observations de l'agent et un rappel dans la convention du fameux droit de rétractation qu'on va avoir. Vous avez un modèle qui est fixé par arrêté, qui n'est pas obligatoire. Je vous ai mis le lien ici, vous l'aurez dans le PDF, qui vous permet de télécharger ce modèle-là, que vous pouvez totalement adapter. Il y a quand même une liberté qui est laissée à la rédaction de la convention de rupture conventionnelle.
Alors, cette convention qui doit rappeler la procédure, elle est donc le fruit d'une procédure qui fait l'objet d'un décret. Parce qu'on a un décret sur la procédure et un décret sur le montant de l'ISCR. Comme ça, on est bien carré. Déjà, on a une demande qui est faite en rare ou en main propre, à l'initiative soit du fonctionnaire, au service des ressources humaines, on vous dit même dans le texte que c'est le service des ressources humaines. Alors, à la limite, on pourrait dire qu'un agent qui fait une demande de rupture conventionnelle à son cadre, il n'aurait pas fait de demande de rupture conventionnelle. Bon, soyons souples en termes de management. Quand vous avez un agent qui veut partir, bon, peut-être qu'on ne va pas l'accrocher à un banc avec un boulet et qu'on va essayer de trouver des solutions managériales. Ça peut être aussi à l'initiative de l'employeur. L'employeur, il peut dire, voilà, si tu veux, on peut faire une rupture conventionnelle dans le cadre d'X ou Y situation, sachant que normalement, on ne devrait pas l'utiliser, par exemple, en cas de suppression d'emploi. On ne devrait pas l'utiliser dans le cas d'une instance, d'une procédure disciplinaire. On ne devrait pas l'utiliser dans le cadre d'une insuffisance professionnelle. CF, la première diapo, et CF, la diapo des précédentes sur l'articulation entre la rupture conventionnelle avec les autres outils de rupture avec l'agent public de sa relation avec l'employé. Alors, je fais la demande et ensuite, il va devoir obligatoirement y avoir un ou plusieurs entretiens. Alors, ces entretiens ou cet entretien, il est obligatoire. Par contre, en tout cas, la jurisprudence des tribunaux administratifs, on n'a pas encore de jurisprudence claire, certes pas d'arrêt de principe du Conseil d'État, c'est trop récent, et pas encore, à ma connaissance, de jurisprudence de la Cour administrative d'appel, mais on a des jurisprudences de TA qui ont annulé des décisions de refus de rupture conventionnelle qui n'étaient pas précédées d'un entretien. Alors, c'est un peu un coup dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau, parce qu'après, l'agent, il a son entretien et l'employeur, à l'issue de l'entretien, il lui dit, écoute, non, pas de rupture conventionnelle pour toi, parce que je n'ai pas envie, il n'y a pas besoin de le motiver. En tout état de cause, faites un entretien quand un agent fait une demande de rupture conventionnelle qui doit être fixé au moins 10 jours francs et au plus un mois. Donc, on a entre 10 jours et un mois le premier entretien pour discuter de cette rupture conventionnelle, avec un entretien qui va porter sur les motifs de la demande, sachant que l'agent, il n'est pas du tout obligé de vous donner les motifs. Et que on ne peut pas conditionner de facto, par principe, la possibilité d'avoir une rupture conventionnelle à un motif particulier. Il y a une certaine liberté, mais ça me semblerait dangereux de structurer ça. Ensuite, le principe de la rupture conventionnelle, donc ça veut dire que on s'entend sur la rupture conventionnelle, la fixation et de la date de définitive, le montant, bien sûr, de l'ISCR et les conséquences avec la radiation des cadres, avec l'assurance chômage et éventuellement, on va y revenir, le remboursement dans le privé. Et puis un rappel sur les obligations déontologiques parce que quand même, on reste dans le décret et le code général de la fonction publique pour tout ce qui est lié à la déontologie. Et cette déontologie, elle passe par le fait que l'agent doit informer son employeur lorsqu'il a une reprise d'activité dans le secteur privé afin que l'employeur contrôle la déontologie de cette reprise d'activité par rapport à l'activité que l'agent faisait dans l'établissement. Donc, on doit rappeler tout ça dans l'entretien et puis le mettre aussi, si possible, dans la convention. Donc, si je fais un schéma, j'ai un agent qui fait sa demande par rare, l'employeur est dans l'obligation de faire au moins un entretien dans les 10 jours, an ou un mois à compter de la réception de la demande, un ou plusieurs d'entretiens auxquels on discute, on peut voir un petit peu le montant, sachant qu'on va y revenir, il y a un plancher, il y a un plafond. Et puis, donc, signature de la convention bipartite avec un délai minimum de 15 jours entre l'entretien ou le dernier entretien et la signature de la convention. Et c'est là que s'ouvre le délai de rétractation. Donc, il y a deux possibilités. Soit on se rétracte. Donc, qui peut se rétracter ? Eh bien, c'est et l'employeur
et l'agent, et il a 15 jours pour se rétracter. Et la date d'effet ne peut pas être antérieure à ce délai de 15 jours. Donc, il y aura nécessairement 16 jours, finalement, entre la date de signature et la date d'effet de la rupture conventionnelle. Mais ce n'est pas un délai automatique. Hein. Je peux très bien signer aujourd'hui, le 16 mai, une convention bipartite de rupture conventionnelle et faire une date d'effet au 1er septembre. On n'est pas limité dans le temps entre la signature et la date d'effet, avec quand même un bémol, et c'est le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, puisque le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est calculé par rapport à la rémunération précédant l'année de la date d'effet. Donc, il vaut mieux essayer de la faire dans l'année, sinon on va devoir tout recalculer, sachant qu'on ne connaîtra pas nécessairement le montant de la rémunération perçue au moment de la signature de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Alors, dans cette convention, on doit rappeler à l'agent les cas de remboursement. Alors là-dessus, c'est assez intéressant, mais c'est très logique. Les cas de remboursement de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle dépendent de l'employeur et du versant de l'employeur d'origine. Donc, un agent qui a signé une rupture conventionnelle, qui est à nouveau recruté par un employeur public, et on va le voir dans quel délai, doit, dans les 15 ans, rembourser l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Mais dans les 2 ans, s'il est recruté pour le versant État au sein de l'État, donc si j'ai un agent qui signe une rupture conventionnelle avec le ministère de l'Éducation nationale et qui est embauché par le ministère de l'Intérieur, il doit rembourser l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Par contre, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique versant hospitalier, c'est lorsque l'agent est recruté au sein du même établissement entité juridique. Donc, on pourrait tout à fait imaginer que j'ai un agent qui est dans un établissement A, qui fait une rupture conventionnelle et qui va être embauché par l'établissement B, et il ne rembourse pas, y compris si l'établissement A et B sont en direction commune. Ça nécessite. Alors après, on peut dire, l'établissement B, il peut dire, bah non, attends, on va pas rembaucher quelqu'un avec qui on a signé une rupture conventionnelle, mais en tout cas, c'est possible, puisque c'est le recrutement dans le même établissement. Le recrutement dans le même établissement et la durée pendant laquelle l'agent ne peut pas être recruté dans le même établissement, c'est 6 ans. Alors, comment vérifier ça? Eh bien, on a la technique de l'attestation sur l'honneur. Alors, si c'est le même établissement, a priori, vous le savez, mais normalement, on devra lui demander à l'agent une attestation sur l'honneur, comme quoi il n'a pas signé une rupture conventionnelle avec l'établissement dans lequel il postule. Ce qui serait un petit peu incongru, et l'agent pourrait se poser quelques questions sur le suivi du personnel de l'établissement. Après, quand on a des gros établissements avec des cadres de pôle qui vont recruter directement les contractuels, là, c'est une situation qui peut arriver. Alors, pendant toute la durée de la procédure, l'agent a la possibilité de se faire assister. C'est ce que je vous disais, le texte, comme d'autres textes qui sont des textes de la loi de transformation de la fonction publique, précisait qu'il ne se pouvait faire assister que par une personne désignée par une OS représentative. Et c'est ça que, par principe, le Conseil constitutionnel a considéré comme contraire à la Constitution en indiquant que le caractère représentatif ou non d'un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu'il a désigné à assurer l'assistance du fonctionnaire. Donc le mot syndicat représentatif est contraire à la Constitution. Comme je vous disais, ça a été repris en termes d'illégalité par le Conseil d'État à différentes reprises. Donc ça peut être tout agent, toute organisation syndicale qui peut accompagner l'agent en désignant une personne particulière. Donc voilà pour la procédure. Maintenant, combien je peux verser à l'agent? Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est donc le décret de 2019 me dit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux agents bénéficiaires. Est-ce que ça en fait une possibilité ou une obligation? C'est le débat qu'il y a et qui n'a pas encore été tranché. Bon, il y a de fortes chances que l'agent souhaite quand même cette indemnité. Le montant de l'indemnité dépend
de deux choses dépend de l'ancienneté de l'agent et de sa rémunération mensuelle brute de l'année 1-1. Alors, c'est un peu comme les impôts, c'est par tranche. Donc, on a un plancher, un plafond. Le plancher, c'est les 10 premières années, un quart de la rémunération brute N-1. Donc, en fait, je prends la rémunération N-1 par rapport à la date d'effet de la rupture conventionnelle. Je prends la rémunération N-1 totale, annuelle. Peu importe, hein, je prends ce qu'il a perçu et je le divise par 12. Et c'est ça qui me fait la moyenne mensuelle. Et donc, je vais faire un quart de ce résultat-là fois le nombre d'années. Donc, si mon agent il a 8 ans, eh ben, je vais faire un quart de la rémunération moyenne mensuelle fois 8. Et ça me fait mon plancher. Et puis, de la 11e à la 15e année, c'est 2/5. De la 16e à la 20e, c'est la moitié. Et de la 21e à la 24e, c'est 3/5. On ne va pas au-delà de 24. Donc, un agent qui a plus de 24 ans d'ancienneté, je limite les années à 24. Je limite les années à 24 pour le plancher et pour le plafond, hein, puisque pour le plafond, c'est la rémunération brute N-1 par an, donc la même, multipliée par le nombre d'années. Donc, si mon agent a 8 ans, le plancher, c'est un quart de la rémunération mensuelle fois 8, et le plafond, c'est la rémunération mensuelle fois 8. Et c'est ça qui va me faire le montant plancher et plafond, avec une liberté entre l'agent et l'employeur pour déterminer le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle en fonction de la situation et du bon vouloir de chacun. Alors, comment on apprécie cette ancienneté? L'ancienneté, on l'apprécie compte tenu de l'ensemble des services accomplis par l'agent, qu'il ait été titulaire contractuel dans la fonction publique versant État, territorial, hospitalière. Donc, si j'ai quelqu'un qui a commencé en tant que contractuel en territorial, infirmier territorial, contractuel, puis qui est venu dans un établissement public hospitalier, versant hospitalier, contractuel hospitalier, puis qui est titularisé, ben on va reprendre toute son ancienneté. Remarquez aussi que le texte ne me dit pas que c'est une ancienneté qui doit être accomplie de manière continue. Donc moi, je me pose la question, et des fois, je me réveille la nuit en sueur en me disant, mais si j'ai un agent qui a été contractuel pendant ses études, puis qui elle a une autre vie, puis qui redevient agent public, en CDI, puis titularisé, ou juste en CDI, quand on va calculer son ancienneté, est-ce qu'on va prendre ces années de contractuel qu'il a faites avant d'avoir la période de pérenne, entre guillemets, d'emploi? Il n'y a pas de réponse claire. Et le service, et le texte ne me dit pas des services effectifs continus. Par contre, il me parle de services effectifs. Et ça, c'est important parce que ça renvoie à la notion de service effectif et avec des impacts qu'il y a eu récemment. Hein, par exemple, les périodes de congés maladie non rémunérés pour les contractuels, ce n'est pas du service effectif. Les périodes de congé parental, maintenant, vont compter comme du service effectif pour certaines choses, mais pas pour la rupture conventionnelle. Hein, donc, cette notion de service effectif, mine de rien, elle n'est pas si simple et elle peut poser éventuellement des questions dans son application, même si souvent les employeurs ne se posent pas trop la question, sauf les périodes de dispo, bien sûr, où c'est assez clair. Et encore, avec reprise d'activité, ça compte comme service effectif, mais uniquement pour l'avancement de grade et pour l'avancement d'échelon dans la limite de 5 ans, mais ce n'est pas du service effectif au sens de la rupture conventionnelle. Alors, quelle rémunération, hein, maintenant que j'ai l'ancienneté, quelle rémunération? C'est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent, l'année N-1, divisé par 12. Exclusion faite des primes et indemnités qui ont le caractère remboursement de frais, les majorations indexation, sauf en Guadeloupe, Martinique, où on a des textes particuliers à la suite du Covid-19, l'indemnité de résidence à l'étranger, des primes qui sont liées au changement de résidence ou la primo-affectation. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui est venu de Guyane et qui a eu une indemnité de changement de résidence, eh bien, on ne le prend pas. Et puis, les indemnités d'enseignement ou de jury qu'on ne reprend pas en compte. Le texte, hein, il est assez clair. C'est la rémunération de l'année précédente, la date de la rupture conventionnelle, donc de la date d'effet de la rupture conventionnelle. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire attention entre si je signe en fin d'année et que j'ai une date d'effet l'année N+1, ben c'est la date d'effet et pas la date de la signature de la rupture conventionnelle. Donc c'est l'année civile précédant la date d'effet. Donc la
la rupture conventionnelle a effet au 1er décembre, peu importe la date de la convention, la rémunération brute, c'est l'année N-1 du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a aucune règle qui prévoit une exception et on a des situations similaires qu'on a déjà rencontrées dans la jurisprudence. C'est la jurisprudence sur l'indemnité de départ volontaire où le juge a pu se positionner en disant que les activités accessoires, je ne les prends pas, bien entendu, et surtout eh bien, dans le cadre de l'IDV, en fait, dans le cadre de l'IDV État, on a une réglementation qui prévoyait, le décret de 2008, qui prévoyait le versement d'une indemnité de départ volontaire quand l'agent démissionne pour certains motifs et qui était calculé en fonction de la rémunération N-1. Et on avait une circulaire de la DGAFP qui disait quand l'agent n'a pas travaillé l'année N-1 et quand l'agent n'a pas travaillé toute l'année N-1, il faut faire une reconstitution. Et là-dessus, le Conseil d'État a dit que nenni. Le texte, il nous dit c'est la rémunération de l'année N-1. Il n'y a aucune disposition spécifique qui fixe de règles particulières pour un agent qui aurait été en dispo ou dans une autre position statutaire. Donc, il n'y a pas lieu à inventer un truc qui n'est pas prévu par la réglementation. Je pense de principe qui est tout à fait transposable à la rupture conventionnelle, ce qui veut dire qu'un agent qui était en dispo l'année précédente, l'année de sa rupture conventionnelle, et qui aurait eu une absence toute l'année et donc zéro rémunération, et ben, le montant de son indemnité de rupture conventionnelle, quelle que soit son ancienneté, ce sera zéro. On n'a pas la rémunération, on n'a pas de reconstitution de la rémunération. Alors, la rémunération, c'est la rémunération de l'année N-1. Donc, si vous signez une rupture conventionnelle avec un agent qui est chez vous toute l'année N-1, là, il n'y a rien à faire, vous avez les fiches de paye. Par contre, si vous avez un agent qui, lui, était dans un autre établissement avant de venir chez vous et que vous signez une rupture conventionnelle, ben là, bien entendu, il vous faut les éléments de rémunération brute de l'année N-1 et il faudra que vous ayez les éléments de rémunération. Moi, je trouvais ça un peu incongru quand même, sauf à ce que vous l'utilisiez pour des objectifs autres que la réalité de la rupture conventionnelle, de faire une rupture conventionnelle avec un agent qui viendrait d'arriver dans votre établissement. Mais bon, ça, vous faites comme vous voulez, c'est tout à fait possible de le faire avec donc la nécessité de récupérer le montant de la rémunération brute. On est toujours sur du brut, ce n'est pas la rémunération nette de l'agent. Alors, des petits exemples, imaginons qu'on a un agent qui a eu 28 ans sans discontinuer dans la même structure, dans le même établissement, et qui a une rémunération brute de l'année N-1 globale de 36 000 €. Comment je calcule le plancher et le plafond? Déjà, je remets tout ça en mensuel. Donc, 36 000 divisé par 12, ça me fait 3 000. Et je saucissonne. Donc, je fais un quart de 3 000 fois 10, 2/5 de 3 000 fois 5, la moitié de 3 000 fois 5, donc chaque fois 10, 15, 20 ans, et 3/5 de 3 000 fois 4, et non fois 8, parce qu'on est au-dessus des 24 ans, qui est le maximum. Ça sera donc un plancher de 28 200 €. Et puis, le plafond, il sera toujours limité à 24 ans. Donc, ça sera 3 000 fois 24, et donc une indemnité compensatrice, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle entre 28 200 et 72 000 €. Avec, encore une fois, une liberté pour l'employeur et l'agent de négocier, d'essayer de trouver un terrain d'entente sur le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Autre exemple, j'ai un agent qui a 20 000 € de rémunération brute l'année précédente la rupture conventionnelle. Là, vous allez me dire, 20 000 €, c'est pas assez, Florent. On ne sait pas, peut-être qu'il a été en congé parental une partie de l'année et que du coup, il a eu perçu effectivement 20 000 €. Bon, point. Il a 5 ans comme titulaire, 5 ans comme contractuel, 10 ans comme titulaire. Donc le montant, ça sera 20 000 divisé par 12. J'ai arrondi à 67, mais c'est 1666,6. Et donc c'est un quart pour les 10 premières années, plus 2/5 pour les années précédentes. Ça me fait 7 501 et un plafond de 1667 x 15 de 25 005 €, avec donc une indemnité comprise entre 7 501 et 25 005 €. Autre exemple, un agent qui a travaillé pendant 20 ans
24 000 € de rémunération brute l'année précédant la rupture conventionnelle, 10 ans dans la FPT, 10 ans dans la FPE. Et là, l'établissement, la collectivité, enfin le département ministériel, il va calculer en prenant tout. Et donc la même chose, 24 000 divisé par 12, 2 000. Un quart de 2 000 fois 10, 2/5 de 2 000 fois 5, la moitié de 2 000 fois 5, ça me fait 14 000, et un plafond à 40 000 €, et donc une indemnité entre 14 et 40 000 €. Donc, je signe, j'ai ma rupture conventionnelle, et du coup, derrière, la rupture conventionnelle est considérée comme une perte involontaire d'emploi. Et donc, à ce titre-là, mon agent a le droit aux allocations de retour à l'emploi s'il en remplit par ailleurs les autres conditions, des conditions d'âge, de résidence, d'aptitude physique appréciées par Pôle emploi. Et s'il remplit l'ensemble de ces conditions, il peut demander et obtenir le bénéfice des allocations de retour à l'emploi. Donc, cependant, cette mise en œuvre du paiement des allocations de retour à l'emploi, une fois que j'ai pris la décision, peut faire l'objet ce qu'on appelle un différé spécifique. On a plusieurs différés qui s'appliquent aux allocations de retour à l'emploi. Le premier type de différé, c'est le différé ICCP. C'est le différé qu'on applique lorsqu'un agent a perçu une indemnité compensatrice de congé payé parce qu'il n'a pas pu prendre ses congés annuels du fait de l'employeur. Le deuxième type de différé, c'est le différé spécifique. Et le différé spécifique qui est prévu à la base par le règlement général annexé à la convention chômage est repris bien sûr par le décret de 2019 et qui sera sûrement repris par le règlement général annexé. Le différé spécifique, c'est qu'on va prendre tout ce qui est indemnité supralégale. Donc tout montant d'indemnité qui n'est pas directement fixé par la loi, va entraîner un différé spécifique entre le montant des indemnités de rupture avec l'agent et le montant de l'indemnité légale. Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, Florent, elle est quand même fixée par la réglementation. Non, elle est fixée par la réglementation, mais elle n'est pas fixée par la loi. La seule chose qui fait référence à une loi et qui est de droit pour l'agent, c'est le plancher et pas le plafond. Et donc, du coup, ça fait que je vais calculer l'indemnité de différé spécifique sur la différence entre le montant réellement versé de l'ISF, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, pardon, j'ai inversé les deux lettres, et le plancher, puisque ce qui est prévu par la loi, c'est le plancher et non pas le plafond. Alors, comment elle se calcule l'indemnité, comment il se calcule le différé spécifique? C'est un différé en jours. Donc, c'est que je prends la différence, le nombre de jours de différé, c'est le total des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat, divisé par l'indemnité légale, l'indemnité légale, divisé par 102,4. Alors, cherchez pas, c'est fixé par l'UNEDIC. Donc, ça change d'année en année. C'est en 2023, 102,4, limité à 150 jours de différé spécifique. Alors, pour la rupture conventionnelle, ça donne quoi? Comme le rappelle le gouvernement dans une réponse à une question aux parlementaires de 2021, c'est qu'on applique ce différé spécifique. Le décalage du point de départ du versement de l'ARE s'applique uniquement pour la partie de l'indemnité supérieure au montant minimum. C'est ce que je vous évoquais, et c'est tout à fait logique qu'on réponde ça, il n'y a rien à dire. Donc ça donne quoi? Eh bien, je vais prendre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, moins le montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, que je divise par 102,4, et ça me donne le nombre de jours de différé, et je vais verser le chômage au lendemain de ce différé qui est limité à 150 jours. Donc ça, c'est à avoir en tête quand même. Après, derrière, le coût, ça sera en fonction de l'âge, puisque le chômage peut être versé, donc généralement, on est au max, donc c'est entre 2 et 3 ans, en fonction de que la personne ait plus ou moins de 53 ans au moment de la rupture de la rupture du contrat. Pas de la rupture conventionnelle du contrat ou de la radiation des cadres. Alors, ce n'est pas tout, je vous l'ai dit, il y a aussi le régime du maintien de droit.
Le régime du maintien de droit, qui est assez peu connu et qui pour autant peut coûter cher, c'est donc prévu par le Code de la sécurité sociale dans la partie sur l'articulation entre les différents régimes, hein, et qui nous dit que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire, eh bien, ils ont le droit au maintien de leur droit aux prestations en espèces, maladie, maternité. Et à la fonction publique, plus particulièrement, l'article D172-1, c'est que le régime reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès, tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de période assimilée et d'immatriculation. Donc, tant que l'agent ne se crée pas un nouveau droit dans un nouveau régime, eh bien, mon ancien agent a le droit à un maintien de droit du régime général, puisqu'il ne peut pas bénéficier du régime spécial, étant donné que, par exemple, pour avoir le droit à un congé maladie, enfin un congé pour raison de santé, il faut être en position d'activité. Or, l'agent radié des cadres, eh ben, par un fonctionnaire radié des cadres, par définition, il n'est pas en position d'activité puisqu'il n'est plus fonctionnaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne s'applique que pour les fonctionnaires, mais un fonctionnaire qui signe une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui est radié des cadres à ce titre-là, eh bien, s'il tombe malade pendant une durée d'1 an, rallongée des périodes de chômage, l'employeur va devoir lui verser les allocations, lui verser les IJ, les indemnités journalières de sécurité sociale, voire une pension d'invalidité si son état de santé s'aggrave et qu'il a une perte de capacité de gain de moins de tiers. Donc ça à avoir en tête et faire attention et ne pas utiliser la rupture conventionnelle comme un outil pour régler des situations d'inaptitude qu'on a du mal à gérer parce qu'on risque d'avoir ça et qu'on devra la payer si l'état de santé de l'agence n'améliore pas jusqu'à l'âge de la retraite. On est arrivé au bout de mon propos, de ce que j'ai prévu de vous dire. J'espère que ça a été clair et peut-être que vous avez quelques petites questions. Et si vous voulez bien arrêter l'enregistrement. Alors oui, je coupe tout de suite l'enregistrement. Merci. Bonne fin de journée. Alors, est-ce qu'on a des